Bienvenue dans Escale Chèques Vacances, un podcast proposé par l'Agence nationale pour les chèques vacances afin d'explorer le monde fascinant du tourisme et ses nouvelles tendances. Dans un secteur en constante évolution, nous vous invitons à découvrir comment le tourisme innove, s'adapte et se transforme. Nous recevons sur ce plateau des experts, des chercheurs, des acteurs du secteur, mais aussi des touristes qui nous partageront leur vision pour l'avenir du tourisme. Ensemble, nous allons surfer sur les tendances qui redéfinissent notre façon de prendre des vacances. Novembre 2022, l'IA générative avec des outils comme ChatGPT s'est immiscée dans notre quotidien, transformant nos vies et nos façons de voyager. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts en la matière. Bonjour Christelle Taillarda. Bonjour. Vous êtes directrice du comité départemental du tourisme de l'Aube et administratrice de l'ANCV. Et vous nous apporterez votre perspective pertinente en lien avec votre parcours d'ingénieur en génie électrique. Et bonjour Erwan Simon. Bonjour. Vous êtes CEO de Génial, une entreprise à la pointe des solutions d'intelligence artificielle. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation à parler d'IA et de tourisme. Dans cet épisode, nous parlerons du point de vue de l'expérience client. Et dans un prochain épisode, nous nous placerons du côté des acteurs du secteur. Restez avec nous pour un voyage fascinant au cœur de l'innovation. Sans plus attendre, plongeons dans cette passionnante discussion avec une première question personnelle. Pour préparer vos dernières vacances, avez-vous utilisé l'IA ? Alors, pour préparer mes dernières vacances, je n'ai pas utilisé l'IA. En revanche, je crois que je peux dire que j'utilise l'IA tous les jours. Je ne peux pas aujourd'hui concevoir un séjour, que ce soit de vacances ou de travail, sans avoir mon petit assistant personnel qui m'aide au quotidien. Erwan ? Pas pour mes vacances, mais le week-end dernier, donc mes parents sont partis du côté de Tenerife. La veille de leur départ, je me suis amusé à leur préparer un petit itinéraire de vacances. Aujourd'hui, justement, nous parlons d'IA générative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence avec l'IA prédictive ? D'abord, il faut bien comprendre que l'IA existe depuis très très longtemps. Je suis sortie d'école en 1995. On utilisait déjà des algorithmes d'IA. Mais il s'agissait d'IA, effectivement, qui mangeait des tableaux et des matrices et qui ressortait effectivement des calculs à base d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc l'IA prédictive, elle va finalement prendre des données qui ont réellement eu lieu et prévoir l'avenir en fonction de certaines composantes du passé et de l'avenir. Et l'IA générative, c'est de la probabilité de penser finalement avec une véritable sémantique. C'est la pensée du langage, c'est la pensée du cerveau. C'est comme un réseau de neurones qui va penser qui va penser une histoire en fait. En 2022, la différence, c'est que l'IA devient accessible à tout le monde. Avec un simple téléphone, on peut utiliser l'IA alors que c'était plutôt réservé à des gens du monde du travail. Et pas à tout le monde. Là, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a une révolution de l'IA, elle se fait principalement parce qu'il y a une révolution dans l'usage où vous avez maintenant 300 millions de personnes qui chaque semaine utilisent ChatGPT ou d'autres outils pour finalement se servir dans leurs activités du quotidien et notamment pour se servir dans les activités du tourisme. Est-ce qu'on peut parler du coup d'une révolution à la hauteur d'Internet ? D'après les dernières études d'Harvard, ça va même au-delà, c'est-à-dire que l'adoption de l'IA générative est supérieure à Internet au début des années 2000 et est supérieure à l'adoption des ordinateurs dans les années 85. Donc en effet, il n'y a plus trop de débat sur est-ce que c'est une bulle, est-ce que ça va vraiment avoir lieu comme révolution. C'est plus à quelle vitesse ça va aller, quels vont être les impacts, sur lesquels il est encore difficile de vraiment se projeter. Est-ce que vous utilisez déjà l'IA aussi dans votre quotidien professionnel ? Vu qu'on fabrique des solutions avec nos clients, pour nos clients, on l'utilise au quotidien. Après, il y a un enjeu culturel aussi. Moi, c'est vrai que dans mon organisation, on se fait l'effort aussi de se dire, quand on a des nouveaux projets, pensons-le IA, utilisons l'IA d'abord pour le faire. Et si c'est pas possible, voyons comment le faire autrement. Mais du coup, on inverse totalement le schéma de pensée parce qu'il y a des gains de productivité, il y a de la valeur qui est vite identifiée dans l'IA. Donc c'est toujours utile de se poser la question, est-ce que l'IA peut aider ? Vous avez plusieurs casquettes, Christelle, concernant l'ANCV ? Oui, alors concernant l'ANCV, ça va être aussi
très important, de la recherche des prestataires qui acceptent les chèques vacances, de l'utilisation de son chèque vacances, du départ en vacances, justement, des personnes qui ont du mal à partir en vacances et qui peuvent bénéficier d'aide de la NCV. Je crois que l'IA va beaucoup apporter effectivement dans ce domaine des loisirs. Parce que comme le disait Erwan, elle est accessible à tous. Et elle utilise toutes les informations d'Internet ou d'ailleurs. Donc elle a à sa disposition un univers immense. Donc cet épisode est dédié à l'expérience client. Comment l'IA impacte-t-elle ou impactera-t-elle cette expérience client au niveau des différents usages ? Peut-être qu'on peut découper les 3 étapes du client dans le tourisme et commencer par avant la réservation. Avant la réservation, il y a le sujet de l'inspiration et ensuite le sujet de la réservation. Et là où on voit émerger vraiment l'IA, c'est sur l'inspiration, puisque la première chose qu'on fait quand on a des vacances, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances avec mes contraintes, c'est-à-dire d'où je pars, avec qui je pars, avec quel budget. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui émerger comme solution, c'est des chatbots, c'est des moteurs de recherche qui sont augmentés par l'IA et qui sont capables de prendre la demande et de venir proposer des destinations dans une logique inspirationnelle. On parle d'une simplification au niveau des recherches, des recommandations, des comparaisons. C'est un gain de temps et d'argent, donc ? C'est un gain de temps et d'argent, puisque aujourd'hui, avant l'IA, ce qu'on faisait, c'est on passait à peu près 150 à 250 pages visionnées sur Google. Ça, c'est des statistiques de Booking et d'Expedia. Donc, il y a un temps long. En fait, il y a 45 jours entre le choix de partir en vacances et le choix de ses vacances. Et donc, ce que fait l'IA, finalement, c'est qu'elle rétrécit largement le temps entre le fait de commencer sa recherche et décider de sa destination. Donc, on voit vraiment la valeur de l'IA. On peut lui demander 3 propositions, de les noter, de donner l'ensoleillement, le nombre de randonnées possibles, le type d'activité, d'alimentation qu'il y a sur place. Et donc, finalement, il y a une logique d'itération. Quand on utilise un chatbot ou un moteur, ce qu'on observe côté expérience client, c'est que les gens posent une première question, mais en réalité, itèrent et posent 5, 6, 7 questions. Et c'est ce raisonnement-là, finalement, qui crée de la valeur et qui permet à quelqu'un, comme nous tous, finalement, quand on discute avec quelqu'un, de se faire un avis. Et donc l'IA, elle est en capacité, finalement, d'accompagner un raisonnement dans le monde du tourisme pour se dire, OK, c'est la destination qu'il me faut pour les prochaines vacances. Et quels sont les usages pendant la réservation ? Alors, pendant la réservation, nous, par exemple, dans notre territoire rural, beaucoup de gens viennent pour voir leur famille, par exemple. Alors, évidemment, ou bien pour faire un stop au milieu d'un trajet plus long. Donc, ils vont se retrouver, ils vont d'abord choisir un hébergement, et puis ils vont se poser la question après, pendant la réservation, tiens, que puis-je faire autour ? Ou bien, il pleut, que puis-je faire quand il pleut ? L'IA, elle sectorise pas le tourisme, elle s'occupe de la vie des gens. C'est vraiment un assistant personnel. Et quand ils vont être dans un lieu, d'autant plus un lieu où l'offre n'est pas pléthorique, l'IA va être là pour vraiment être un super concierge aux clés d'or, pour apporter une solution parfois inattendue. Moi-même, j'ai testé l'IA sur des zones rurales que je connaissais bien. Elle a réussi à me sortir des choses que je ne connaissais pas. Alors, parfois, on en reparlera, elle fabule un peu, mais... Après la réservation ? Après la réservation, donc il y a en effet, on le décompose sur... il y a souvent un moment de stress pour quelqu'un qui a réservé. C'est une fois que j'ai réservé, mais que je vais partir en vacances, j'ai 30 jours pour préparer mes vacances, puis je suis sur place. Donc, en effet, dans cette logique d'accompagner, de préparer un programme d'activité, nous, c'est ce qu'on a fait beaucoup avec Marianne, qui est l'IA de France.fr pour les Jeux Olympiques, qui consistait à fabriquer un programme d'activité sur place. Donc, il y a une vraie aide à la planification et à l'accès à l'information locale, finalement. Encore plus, on évoquait le sujet du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que quand on est sur place et qu'on a une urgence, on a besoin d'avoir une réponse, et quelle que soit la langue. Si un Japonais est dans une zone rurale, eh bien, ça ne va pas être évident pour lui de trouver une info. Et donc, la capacité à lui apporter des solutions, aujourd'hui, elle est rendue possible pour n'importe quel office de tourisme que de le proposer à ses touristes. Peut-on dire donc que l'IA améliore l'interaction avec le client ? C'est ce qu'on va attendre de l'IA, en tout cas. Et si elle n'améliore pas l'interaction client, elle n'a pas de raison d'être. Donc, si on pense que l'IA va faire partie de l'équation des acteurs du tourisme, il faut considérer qu'on va l'utiliser là où elle est la plus utile et elle va créer de la valeur pour tout le monde. Je crois qu'elle va aussi améliorer
l'interaction entre les humains grâce à l'information de l'IA. Je m'explique. On ne va pas, en tout cas, nous, en ruralité, on ne va pas fermer nos bureaux d'accueil touristique. Je sais que Paris a décidé de le faire, mais en ruralité, il y a d'autres vocations à avoir un accueil humain. Par contre, derrière l'accueil humain, il y a de l'IA. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui mettre un agent d'accueil avec une IA qui va l'aider à renseigner le client. Donc oui, l'IA va améliorer finalement cette fourniture d'informations. Comme un assistant personnel. Exactement. Oui, un assistant professionnel même. Oui. Est-ce que l'IA va aussi sans doute rendre plus accessible à tous des vacances adaptées à sa demande, un des sujets qui tient justement à cœur à l'ANCV? Alors ça va dépendre du bon renseignement des données touristiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est handicapé, si on a des caractéristiques bien spécifiques de contraintes dans son voyage, je ne suis pas sûre que toutes les informations soient déjà disponibles sur le web. Mais c'est l'enjeu des 3 ans à venir, peut-être 5 ans à venir, c'est d'avoir une granularité de l'information beaucoup plus fine que ce qu'on a aujourd'hui. Et l'IA va nous aider dans la collecte. Elle va nous faire gagner un maximum de temps dans la collecte de ce qu'on fait habituellement. Donc il va falloir qu'on se concentre sur ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire toutes les petites informations qu'on n'a jamais collectées. Ouais, je crois beaucoup à cette accessibilité. Et le sujet, c'est est-ce que la donnée est disponible ? Pour le coup, sur Marianne, nous, dans la préparation d'un itinéraire, on a branché avec les éléments avec tourisme et handicap, pour justement savoir, dans ce programme d'itinéraire, et si j'ai un handicap bien précis, que je puisse le renseigner, que l'itinéraire puisse s'adapter. Tout l'enjeu n'est pas dans l'IA finalement. Tout l'enjeu est dans la qualité des données qu'on est capable finalement de mettre en musique pour que l'IA l'exploite du mieux possible. Et donc ça vient redonner du sens à ceux qui avaient un métier finalement d'agréger de l'information touristique et locale, puisqu'on sait très bien qu'un ChatGPT, sa vocation, c'est pas de dire la vérité sur des données qu'il n'a pas à jour. Donc là, les acteurs du tourisme ont une opportunité à jouer, de compter dans cette équation à proposer des données qui soient vérifiées et sur lesquelles les gens, surtout les plus fragiles, peuvent s'appuyer. A priori, on va vers cela. Donc, est-ce qu'on va aller aussi vers une offre plus diversifiée des vacances ? Des destinations ? Alors moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que là où finalement on passait notre temps à renseigner des bases de données, l'IA le fera pour nous. En revanche, si, comme le dit Erwan, on se concentre sur le récit de territoire pour des clientèles spécifiques, je veux dire, un touriste d'affaires n'a pas les mêmes besoins qu'une famille avec des enfants en bas âge. Et donc, il va falloir qu'on imagine toutes ces cibles et soit par des récits de territoire, soit par des bases de données, et vraisemblablement les deux, qu'on arrive à enrichir ces informations-là. Et effectivement, l'IA, à travers des chatbots, ira lire ces informations. Les gens ne viendront pas forcément sur nos sites web, mais ce sont nos sites, ou en tout cas ce sont toutes les informations qu'on va mettre à disposition pour l'inspiration des gens, qui seront utilisées dans le renseignement par l'IA. Est-ce qu'on pourra renverser cette loi de Pareto selon laquelle il y aurait 80% de visiteurs sur 20% des territoires ? J'espère. Vous avez parlé de notion de récit de territoire, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Comme je vous disais au début, l'IA se nourrissait de données, de bases de données indexées. C'était tout un métier d'indexer une base de données. Aujourd'hui, on peut lui donner un tas d'informations. D'ailleurs, vous essayerez, vous lui donnez des fichiers Excel mal fichus. Elle arrive vraiment à bien comprendre les choses. Et même sans fichier Excel, elle arrive à comprendre le langage et comprendre la signification d'une phrase et d'un texte, y compris avec les styles. Ça signifie qu'aujourd'hui, il ne faut pas forcément qu'on s'embête à faire des bases de données. Il faut plutôt qu'on reprenne des articles de presse, qu'on rédige nous-mêmes des récits pour des cibles en particulier, et que tout cela fasse partie d'un savoir du territoire qui renseigne tous les outils qui vont utiliser ces IA, qui vont pointer sur ces données-là. Une des grandes convictions que j'ai, c'est sur la visite de sites touristiques. Aujourd'hui, quand on fait une visite, soit on la visite soi-même, soit on a un guide, soit on a un audio-guide. Et quand on fait des visites de patrimoine, par exemple pour des enfants, c'est pas toujours le plus fun. J'ai pour tendance maintenant à prendre, quand je suis sur un site en ruine,
où on voit pas grand-chose et où mes 2 petites filles me disent je m'ennuie, je prends finalement l'équivalent de ChatGPT, je lui donne le contexte autour. Je lui demande de raconter une histoire prenant en compte un prince, une princesse, avec comme personnage Alix et Diane. Et en fait, il raconte une histoire où il place finalement mes enfants dans un contexte de visite. Et d'un coup, la visite devient ludique. Ah oui. Et donc, dans la manière de découvrir un site, la force de l'IA aussi, c'est de savoir segmenter en quelque sorte chaque visiteur pour lui créer une expérience nouvelle. Les acteurs touristiques qui font la visite de site, et pour le coup, ils n'en ont pas forcément conscience aujourd'hui, peuvent créer de la valeur, créer du service nouveau en apportant finalement une expérience de visite qui soit relativement nouvelle et mieux adaptée aux visiteurs. Du contenu sur mesure, parce que vous parlez Exactement. d'enfants, mais ça peut être toute Ça peut autre être passion. un expert historique qui vient sur un site et il a besoin de savoir des choses absolument, des anecdotes que très peu de gens savent, par exemple. Donc après, on parlera peut-être des hallucinations et des limites. On y vient. Mais voilà, c'est des belles opportunités. Justement, quelles sont les limites de l'IA à l'heure actuelle pour l'usage du touriste, du vacancier ? Une des limites qu'il a, c'est la presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'hallucination et on dit que ChatGPT ou les autres se trompent ou hallucinent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la limite qu'a l'IA dans ces hallucinations, c'est plutôt nous tous qui avons une mauvaise utilisation. Et l'IA hallucine, c'est-à-dire que quand on lui pose une question sur un domaine spécifique dont il n'a pas forcément vraiment suffisamment d'éléments sur le sujet, il va pouvoir répondre à côté et inventer une réponse et en tout cas s'éloigner de notre vérité. Et en pensant que ChatGPT est censé donner de la vérité. Il y a une perception à avoir sur le fait que ChatGPT est là pour répondre. Et là où il est troublant, c'est qu'il est très persuasif. Donc même quand il se trompe, on croit qu'il a raison. Donc ça, c'est vrai que c'est une des grandes limites qu'il peut avoir, dans lequel on doit prendre cette contrainte pour l'utiliser, pour un peu contrecarrer cette faille. Et on peut endiguer ce phénomène de fake news ? Totalement. Oui. Il y a aujourd'hui... Il y a des solutions qui se mettent en place très largement. OpenAI explique ça s'appelle des agents IA. Et en fait, c'est des applicatifs IA. La limite de ChatGPT, c'est qu'il est généraliste, donc il est censé pouvoir répondre à tout. Il est pareil que tout le monde, hein. Il est faillible. Et donc, en fait, quand on fabrique des agents IA qui sont précis, avec un domaine d'expertise, avec des questions types qu'il connaît, et finalement, il va prendre tout ce contexte et il va être bien meilleur et il saura dire quand il ne sait pas y répondre. Donc, il y a un enjeu et la tendance de l'IA, particulièrement dans le tourisme, c'est le fait que l'IA générale va vers des agents IA spécialisés par fonction, et par exemple pour les audioguides. Christelle, vous voyez peut-être d'autres points de vigilance ? Il y en a beaucoup. Nous, on a subi récemment des articles produits par des IA qui étaient parfois délétères. Parfois élogieux, dans les 2 cas complètement faux. Okay. Donc voilà, l'hallucination, elle a réellement une limite qui peut être évidemment une limite médiatique, mais qui se traduit par un véritable problème, hein, c'est le problème des avis aussi. Hein. Et puis je pense qu'il y en a un deuxième, hein, c'est que l'IA va comprendre assez vite dans quelle situation vous êtes quand vous faites appel à elle. Et je pense qu'assez rapidement, les gens qui ont les données cruciales dans ce cas-là vont les commercialiser. En gros, si je suis perdu quelque part et que j'ai vraiment un gros besoin de connaître, je vais prendre un exemple simple, mais la pharmacie la plus proche, peut-être qu'on va me la vendre et très cher. Parce que la logique veut que toutes ces informations seront disponibles. Internet, donc, elles vont être commercialisées et elles vont être monétisées à la hauteur du besoin du client. Donc, c'est une dérive, ce sponsoring Moi, je pense que c'est une dérive. De toute façon, il faudra bien financer tout cela. Et ce n'est pas simplement le nombre de requêtes qui va être payant. Hein. Comment peut-on garantir, alors, à ce moment-là, la fiabilité des informations générées par l'IA ? La manière de garantir, c'est qu'à partir du moment où on fabrique une solution IA... pour un domaine bien spécifique, on lui donne des données finalement qui correspondent au contenu vérifié, validé. Avec une labellisation ? Avec une labellisation, des données vérifiées, des données en effet partenaires sur lesquelles on sait qu'il y a une fiabilité de ces données. Et puis il y a une manière ensuite de contrôler, c'est qu'on peut suivre en fait les discussions, les questions posées, les réponses données. Et donc c'est ce qu'on fait beaucoup par exemple avec Kaysersberg, l'office de tourisme en Alsace, dans une logique plutôt de... les gens des offices de tourisme qui étaient là pour répondre aux questions, ils ont pris de la hauteur. Ils ont moins besoin de répondre aux gens parce que l'IA répond aux questions les plus fréquemment posées.
Mais par contre, ça leur permet finalement de superviser les choses, de regarder si les réponses, par exemple, au moment d'octobre, novembre, il y a eu beaucoup de questions sur les horaires du marché de Noël. Donc c'est là où elles ont dit, attention, il faut qu'on vérifie bien les horaires de l'ensemble des marchés de Noël pour s'assurer que l'information qui est diffusée est la bonne. Donc finalement, c'est là où on arrive aussi sur des nouveaux métiers. Et on est sur un sujet assez intéressant, puisqu'on donne de la valeur à des métiers plutôt pour superviser que des choses qui étaient simplement de répondre aux questions les plus fréquemment posées. Pour revenir sur la monétisation de l'information, il y a aussi, est-ce que comme sur Google, on devrait aller vers une obligation de mettre sponsorisé quand des informations seront mises plus en valeur que d'autres touristiquement ? Alors, ça, j'ai du mal à y croire, mais en tout cas, je pense qu'assez rapidement, il va y avoir une hygiène d'utilisation de l'IA. Ça commence déjà, on fait très attention, on fait de plus en plus attention. Et cette notion de tiers de confiance, alors qui prend la forme d'un label, qui prend la forme effectivement d'une source. On a d'ailleurs de plus en plus d'IA qui citent leurs sources. Ce n'était pas le cas au début. Je crois qu'effectivement, tout ça est en passe de se mettre en œuvre. Alors l'Europe est à la fois en avance et peut-être un peu contraignant, puisque l'IA Act empêche certaines IA. Vous savez que les iPhone 16 sont un peu plus bloqués en Europe qu'ils ne le sont aux États-Unis. Pour protéger les consommateurs ? Pour respecter l'IA Act et pour respecter la RGPD. Voilà. Donc la protection des données. Protection des données personnelles. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose, mais c'est vrai que ça va ralentir un petit peu l'innovation en intelligence artificielle en Europe. Bon, je pense qu'il faut être raisonnable, très humain. Il faut aussi penser l'avenir de l'humanité, y compris nous dans les usages qu'on a avec l'IA. Et il ne faut pas tout confier à l'IA parce qu'on va arrêter de réfléchir. Et je pense qu'il faut choisir quand même. Il faut choisir ce qu'on lui donne et il faut choisir ce qu'on lui dit. Eh bien, pour conclure sur une note plus positive, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans l'apport de l'IA aux vacanciers ? Alors moi, ce qui m'enthousiasme évidemment beaucoup, c'est que l'IA pense la complexité et nos territoires ruraux sont complexes. Et je pense que c'est une opportunité énorme pour organiser le tourisme en ruralité. Alors on parle de l'IA générative qui peut lire des textes, mais demain, l'IA, elle va lire des capteurs. Tous ces objets connectés que nous pouvons avoir au quotidien va faciliter le tourisme dans des zones où c'est plus compliqué. De mon côté, je dirais que c'est le renouveau économique. Aux États-Unis, en Chine, partout ailleurs, il y a un optimisme très très fort. L'Ipsos a sorti une statistique où on était dans le monde les plus pessimistes du monde sur le sujet de l'IA. Et la France, ce qu'on a envie quand même, c'est qu'on soit autour de la table des négociations et qu'on ne soit pas déclassé. Donc si on veut faire partie des négociations, il faut qu'on fasse des choses, il faut que ça marche, il faut qu'on avance. Donc le sujet, c'est de traduire finalement le potentiel qu'on a en résultats. Et donc pour ça, moi je le vois, c'est l'énergie qu'on a tous autour de la table pour le valoriser. Et il faut y aller maintenant. Un dernier conseil à ceux qui nous écoutent concernant l'utilisation de l'IA pour organiser leurs prochaines vacances, quel serait-il ? Si vous posez la question à Google, allez poser la question à une IA. ChatGPT, Perplexity, Claude ou plein d'autres, il y en a plein sur Internet. Et juste voyez ce que ça donne et puis faites-vous un avis par vous-même au-delà de ce que vous pouvez entendre autour de vous. Donnez-lui d'abord tout ce que vous avez trouvé sur votre destination. Parce qu'il n'aura pas forcément en tête. Donc, donnez-lui, vous copiez-collez, vous lui mettez les URL, les documents, tout ça, et vous lui dites, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça. Super, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode consacré à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'expérience client dans le secteur du tourisme. Un grand merci à nos invités Christelle et Erwan pour leurs éclairages précieux et leurs réflexions inspirantes. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans le monde fascinant du tourisme. Si vous souhaitez connaître l'impact de l'IA sur les acteurs du tourisme, restez à l'écoute. Un prochain épisode y sera dédié. Pour continuer à explorer avec nous les tendances qui redéfinissent vos vacances, abonnez-vous à ce podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Et à très bientôt pour une prochaine escale Chèque Vacances.